voudrais vous parler de la question de l'instrumentalisation et des rapports émetteur-récepteur. Puisque toute instrumentalisation implique, de la part du récepteur, de déterminer quel lien il va avoir avec un émetteur. Et quand je dis émetteur, c'est une façon de parler, car c'est moi qui décide qu'il est émetteur. Si un certain objet est chargé d'une certaine signification, d'un certain sens, euh, c'est moi qui le charge de ce sens. Donc c'est moi, récepteur, qui fait de cet objet un émetteur, qui m'auto-conditionne au sens pavlovien du terme. Cela dit, l'objet en question, ce n'est pas n'importe quel objet. L'objet en question, il est choisi soit parce que c'est un objet qui est totalement vierge en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut y projeter ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut à son sujet, soit parce qu'il est idéalisé et qu'il a une certaine image, une certaine esthétique. Et on sait à quel point, j'en ai parlé dans d'autres causeries, à quel point ce qui nous est étranger, ce qui appartient à un autre groupe, peut faire l'objet d'une idéalisation. D'autant plus que cet autre groupe nous étant plus ou moins, disons, inaccessible, on n'arrive pas à en percevoir la problématique intérieure, on n'arrive pas à décortiquer tout ce qui se passe au sein de ce groupe parce qu'on n'en fait pas partie. Et bien là encore, ce groupe, il est en quelque sorte, il peut faire l'objet d'une instrumentalisation parce que justement, ses membres, nous ne les percevons que de l'extérieur. Et donc, par conséquent, on peut imaginer des choses à leur sujet qui ne correspondent absolument pas à ce que les gens du groupe en question pensent de l'objet en question ou de la personne en question. Mais, néanmoins, donc, cet objet doit avoir certaines vertus objectives, soit des vertus, alors ce sont des vertus qui sont des vertus parce qu'on ne voit pas ce qui n'en fait pas partie de ces vertus. On ne voit qu'un aspect extérieur de ces objets. On ne les voit pas dans leur nudité et dans leur spécificité, comme des gens qui font partie du groupe en question les voient. De la même façon, d'ailleurs, pour aller encore plus loin, l'autre est forcément un étranger pour nous quelque part. Et donc, l'autre, nous avons tendance à en avoir une vision globale, une vision générale et une vision superficielle quelque part. Alors que nous-mêmes, alors pas du tout, nous-mêmes, nous sommes très conscients de notre particularité. Mais ces particularités qui font que nous sommes un cas particulier, qu'il faut tenir compte d'un contexte spécifique, ça vaut pour nous, mais ça ne vaut pas pour les autres. Là, ça pose un problème d'éthique intéressant, n'est-ce pas? Nous sommes beaucoup plus prudents dans les jugements que nous portons sur nous-mêmes. Nous prenons beaucoup plus de temps pour apprécier, évaluer le dossier. Par contre, pour les autres, on fait ça de manière expéditive. Parce que tout simplement, c'est l'autre. Et l'autre, on a l'impression d'une lecture. L'autre, il est transparent, il est lisible. Voilà. Il y a une lisibilité de ce qui nous est extérieur, de ce qui nous est même étranger. Et par contre, ce qui est en nous, je dirais presque que c'est de l'ordre de l'illisible, de la complexité. Et donc, dès qu'on interroge les gens sur leur propre cas, ça devient extrêmement compliqué. Mais en revanche, si on leur demande de parler des autres, alors là, ça devient très simple. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est assez amusant, cette espèce de dialectique un petit peu tordue comme ça, qui n'est même pas vraiment consciente d'ailleurs en plus. Alors, pour en revenir à ces questions, il est clair qu'il y a des, on ne sait pas pourquoi, il y a des peuples, par exemple, qui fascinent, donc qui sont très instrumentalisables et instrumentalisés. Je pense au peuple français, je pense au peuple hébreu, bon, pour en rester là, hein, parce que ce sont mes deux chevaux de bataille. Actuellement, je travaille sur une sorte de franco-judaïsme. Et
Pourquoi ces peuples-là ont-ils une telle capacité de d'aimantation, de fascination, qui se manifeste par toutes sortes de voies? Bon, par exemple, les emprunts massifs à la langue française qui ont été commis depuis l'Angleterre jusqu'à la Russie, en passant par le Maghreb et la Hollande, etc. Bon, pourquoi hein, pourquoi tout ça? Pourquoi cette fascination des populations païennes pour le peuple hébreu au point de développer un culte, de s'approprier ce qui est en rapport avec l'histoire de ce peuple, etc. Rappelons aussi que les Allemands avaient une fascination pour la France, qu'ils appelaient à la fin du XVIIIe siècle la grande nation. Donc, nous avons là, moi qui suis à la fois juif et français, nous appartenons à des groupes qui exercent une fascination sur un ensemble extrêmement large, directement ou indirectement. Qu'est-ce qui explique l'élection du peuple hébreu? On n'en sait rien. Aussi bien cette élection par Dieu, mais l'élection aussi par les peuples, les nations qui ont voulu associer leur histoire à celle du peuple hébreu. Et je ne parle même pas de l'islam, etc. Bon. Pourquoi aussi, même on pourrait parler d'une certaine manière, on pourrait dire que l'Union européenne est née au départ d'une fascination pour faire partie du destin de la France en 1950, dans les années 1950, dans les années 50. Rappelons que dans les années 50, l'Allemagne et l'Italie étaient des pays vaincus, hein, et que le marché commun à 6 comportait d'un côté la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, et de l'autre côté l'Allemagne et l'Italie. Bon. Il faut quand même resituer le contexte géopolitique de la formation de l'Union européenne de l'époque, du marché commun. Hein. Bon. Donc, il y a une fascination pour ces pays qui se manifeste par des emprunts massifs, au niveau linguistique, au niveau textuel, finalement l'un ou l'autre. Hein. Soit on emprunte des mots, soit on emprunte des textes. Dans le cas des Juifs, on leur a emprunté des textes, sinon des mots, donc on est passé éventuellement par des traductions. Et dans le cas de la France, alors c'est encore pire, si on peut dire, puisqu'on a emprunté directement les mots, sans même les traduire. On a voulu parler cette même langue. Bon. Alors qu'il y a très peu de mots hébreux qui sont passés dans les langues européennes, comparé au français. Voilà, donc c'est des questions qui sont complexes, mais qui sont des questions théologiques, géopolitiques majeures. On pourrait probablement parler aussi, je ne sais pas moi, des Américains, enfin je ne sais pas, on pourrait élargir ce schéma, ce paradigme à d'autres populations, à la Chine, au Japon, n'importe qui. Peu importe, moi je parle de ces deux cas, c'est déjà pas mal, qui nous intéressent au niveau européen et au niveau méditerranéen. Bon, alors, qu'est-ce qui a fait que ils ont mérité cet honneur ou cette absence de... Enfin, comme on dit, n'est-ce pas, honneur, trop d'honneur, pas assez d'honneur, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a justifié leur instrumentalisation, qui a justifié le culte de leur histoire, le culte de leur religion, le culte de ces peuples, avec dans les deux cas, d'ailleurs, curieusement, la même idée de déchéance, n'est-ce pas? Les Hébreux auraient été déchus de leur alliance et donc de leur statut, et puis les Français aussi, après la Révolution française, après Napoléon, ont été déchus aussi de leur statut. Il y a toujours cette idée, n'est-ce pas, de on brûle ce qu'on a adoré, etc. C'est vrai dans les deux cas. Donc c'est intéressant d'être juif et français, parce que il faut regarder les choses d'un autre angle. Moi, par exemple, j'ai employé une expression très forte l'autre jour, en disant que, de toute façon, ceux qui sont l'objet d'un culte ne peuvent pas pratiquer ce culte. Hein? C'est ça le problème. Tu ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Donc,
si les Hébreux sont l'objet d'un culte, ils vont quand même pas pratiquer le culte qui sacralise les Hébreux. Donc, quelle est la part du regard de l'autre? Il ne faut pas que le regard de l'autre, je l'assume moi-même. Il ne faut pas non plus que la fascination qu'on a pour les Français ils l'aient eux-mêmes. Parce que là, on passerait du transfert au contre-transfert. Donc c'est très délicat, cette question-là. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que la lecture de la Torah, la lecture notamment des événements historiques ou pseudo-historiques qui sont liés, qui sont notamment dans les deux premiers livres du Pentateuque, que sont la Genèse et l'Exode, est-ce que c'est aux Hébreux, aux Juifs d'aujourd'hui, de les lire et d'en faire un culte? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'il faut laisser aux chrétiens ou aux musulmans? Est-ce que l'histoire de France, à la limite, telle qu'elle est enseignée, ou l'histoire de la langue française, ou de la littérature française, est-ce que c'est l'affaire des Français qui doivent avoir un culte pour leur propre culture, ou est-ce que c'est plutôt l'affaire de ceux qui viennent vers la France, des immigrés par exemple, qui viennent en France? Parce que ça aussi c'est un problème intéressant, les immigrés. Les immigrés, ils ne viennent pas par hasard vers la France. C'est pas uniquement parce qu'il y a une colonisation, et puis même s'il y a une colonisation, la colonisation, qu'est-ce que c'est? Si des pays ont accepté d'être colonisés, c'est qu'ils étaient fascinés aussi par les cultures qui les ont colonisés. Il ne faudrait pas l'oublier, cela. De la même façon que si le judaïsme a colonisé, entre guillemets, les populations du bassin méditerranéen, aussi bien musulmanes que chrétiennes, colonisées culturellement, intellectuellement, voilà, c'est parce que ces populations se sont laissées coloniser. Hein? Le phénomène de fascination est un facteur absolument essentiel des rapports interculturels, des rapports civilisationnels.